Lundi 3 juillet 2006, nous sommes en Bretagne, à une dizaine de kilomètres de Saint-Malo, à la Gouenière, un petit village de 1600 habitants. Benoît Piette, 38 ans, appelle la gendarmerie de Cancale. Ce manutentionnaire n'a plus aucune nouvelle de sa femme Adeline, une jeune mère de famille de 34 ans. Il leur dit qu'il n'a plus vu sa femme depuis maintenant plus de 24 heures et qu'il ignore totalement où elle se trouve. Et que les enfants ne savent pas non plus où se trouve leur mère. Dès les premières heures, les gendarmes interrogent les proches. La priorité des enquêteurs, reconstituer l'emploi du temps de cette mère de famille de 7 enfants avant sa disparition. Tout commence le samedi 1er juillet 2006. Ce soir-là, le mari Benoît Piette quitte le domicile pour se rendre chez son cousin, à Cancale, assister au quart de finale de la Coupe du Monde de football, en compagnie de son fils de 5 ans. Ce soir-là, la télé, France-Brésil, je crois, quart de finale de la Coupe du Monde. Toute la France entière est devant son petit écran. Benoît Piette est passionné de football, il emmène son fils, c'est la fête. La France gagne ce match 1-0, c'est la fête un peu partout dans la rue. Benoît Piette est euphorique lui-même et il descend dans la rue à Cancale pour fêter la victoire des Bleus, quoi. Il laisse donc son fils au passage chez son cousin. Il oublie totalement de prévenir son épouse, Adeline, de la situation, donc elle ne sait absolument pas où est son fils, où est son mari, elle ne sait rien, et lui part se saouler dans les différents bars, il a bu 7 ou 8 bières, je ne sais pas, sans prévenir personne. Sans son mari, et surtout sans son fils, Adeline Piette est morte d'inquiétude. Adeline Piette est restée à la maison à la Gouenière et elle est très inquiète. C'est une bonne maman, elle ne va pas se coucher tant toute sa petite famille n'est pas à la maison. Il est certainement inhabituel que M. Piette reste dehors à une heure aussi tardive, surtout accompagné d'un enfant. Pendant que le mari fait la fête, l'épouse, elle, devient anxieuse. Adeline Piette tente alors de joindre Benoît. Pour cela, elle se rend dans une cabine téléphonique car son mari a pris le seul téléphone portable de la famille. Elle lui passe un coup de fil à 1h43, comme le prouvent les relevés téléphoniques. Adeline Piette est obligée de se rendre à une cabine téléphonique en pleine nuit pour avoir des nouvelles de son enfant et tente de téléphoner à son mari, à Benoît Piette, sur son téléphone portable et il ne répond pas. Les heures passent et Benoît Piette continue de célébrer la victoire tricolore dans les bars de Cancale, sans jamais répondre à son téléphone. Et ce n'est que plus tard, vers 2h30 du matin, donc le dimanche 2 juillet 2006, que Benoît Piette rentre seul. Quand il rentre, il n'est pas du tout dans les mêmes dispositions qu'Adeline Piette. Lui a pensé à lui, à ses loisirs, entre guillemets, ce soir-là. Adeline, elle était morte d'inquiétude toute la soirée. Alors du coup, l'ambiance à la maison n'est pas au beau fixe, vous imaginez bien. La femme, Adeline, est morte d'inquiétude depuis 8 heures du soir, elle n'a pas de nouvelles de son mari ni de son fils. Encore que je pense que l'absence du fils est plus importante que celle du mari à ce moment-là dans sa tête. Et elle voit son mari rentrer seul et saoul. Du coup, inutile de vous dire qu'après, ça a chanté. Adeline est là. Elle l'attend, elle est dans le salon. Quand elle voit que son mari, ivre, rentre seul sans son fils resté à Cancale chez son cousin, Adeline Piette explose de colère. Il a disputé violente. Et ça, nous le savons, parce qu'il y a un témoin auditif, et c'est le petit garçon, l'autre petit garçon, dont la chambre est au-dessus du salon. Et l'enfant va entendre la dispute des parents. Le parquet est abîmé de cette chambre, il y a un petit trou dans un coin de la pièce et l'enfant voit ses parents se disputer. Il entend notamment Adeline reprocher à Benoît de lui avoir donné que 20 € le matin pour faire les courses pour la famille, pour donner à manger à 7 enfants. Elle lui reproche ça. Benoît, lui qui est sous, s'énerve et la dispute s'envenime et part apparemment sur divers sujets. À l'étage, l'enfant craque. Il n'en peut plus de voir ses parents se disputer.
il va se réfugier sous sa couette et se met à pleurer. Un quart d'heure plus tard, il voit son père venir dans sa chambre et essayer de le réconforter, puisqu'il pleure, cet enfant, son père l'entend, venir le conforter et lui dire « Non, maintenant, il faut que tu dormes maintenant ». L'enfant se rendort. Le calme est revenu dans la maison. Ce dimanche matin, vers 10h, après la nuit agitée, tout semble rentrer dans l'ordre. Le dimanche matin, un des enfants, l'un des plus jeunes, va déclarer avoir vu sa maman partir après avoir pris son petit déjeuner. Donc, elle n'a pas encore disparu ce dimanche matin. Une enfant dira l'avoir vu partir à pied, faire du stop pour rejoindre donc Cancale, où elle est attendue à la brigade de gendarmerie. Car ce jour-là, en effet, Adeline Piette a un rendez-vous à 15h à la brigade de gendarmerie pour un banal conflit de voisinage. Sans aucun moyen de locomotion, elle quitte alors le domicile aux alentours de midi, direction Cancale. Les gendarmes ne la verront jamais arriver. Et Adeline ne rentrera pas à la maison. Une enquête pour disparition inquiétante est immédiatement ouverte. Et c'est vrai que le départ d'Adeline Piette est étrange. Et cela pour une raison simple, que Nathalie, sa fille aînée, va rapidement signaler aux gendarmes. On a fouillé les tables de nuit, les commodes, les armoires. Et donc moi j'ai regardé dans les armoires et tous ces vêtements étaient là, intacts, rien n'avait bougé. C'est toujours curieux quand quelqu'un disparaît sans prendre ses affaires. Parce que si c'est un départ volontaire, vous partez avec vos affaires. Vous emmenez votre trousse de toilette, vos lunettes, votre téléphone, vos papiers d'identité, etc., etc. Elle est partie sans téléphone portable, sans donner aucune nouvelle, ce qui est forcément traité comme inquiétant. C'est comme si cette femme qui ne disposait d'aucun moyen de locomotion s'était littéralement volatilisée dans la nature. Vendredi 7 juillet 2006, soit 5 jours après la disparition, toujours aucune nouvelle de la mère de famille. Alors les gendarmes convoquent à nouveau le mari. Le but de l'interrogatoire, savoir si quelque chose dans la vie d'Adeline pourrait leur livrer une explication à cette disparition soudaine. À première vue, rien d'anormal. Benoît et Adeline se sont connus en 1992. Adeline a déjà une petite fille, elle est enceinte, elle va avoir un deuxième bébé qui est un petit garçon. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Elle a quitté son mari, elle vit chez ses parents. Elle rencontre Benoît Piette, qui est un jeune en difficulté. Tout de suite, il y a un petit peu comme un coup de foudre entre les deux, surtout qu'Adeline aime les enfants, veut d'autres enfants, et Benoît, à ce moment-là, lui aussi, a envie d'être père de famille. Moins d'1 an plus tard, une petite fille née de leur union. 4 autres enfants suivront en moins de 10 ans. Au total, 7 enfants. Donc une famille nombreuse qui vit dans une maison qu'ils ont achetée en 1999 dans le bourg de la Gouanière. Rapidement, le salaire modeste du manutentionnaire ne suffit plus à nourrir toute la famille. Benoît Piette, lui, voyant les problèmes financiers s'accumuler, ne veut plus avoir d'enfants. Je considère que 7, c'est déjà énorme. Le couple n'a plus rien à se dire, le couple n'a plus de relations sexuelles, le couple fait chambre à part. D'ailleurs, lui n'a pas trouvé mieux pour ne plus avoir d'enfants que de ne plus avoir de rapport sexuel avec son épouse. Il va s'isoler dans une pièce. Il va même prendre ses repas tout seul. Elle mange avec ses enfants, lui il est dans sa chambre, il se fait un repas et il mange tout seul. C'est une histoire banale d'un couple qui ne s'entend plus, ils sont ensemble depuis une dizaine d'années. Ils ont probablement été au bout de leur histoire. En février 2006, Adeline décide donc de demander le divorce. Devant le juge, les époux trouvent un compromis. Benoît quittera le domicile pour aller provisoirement vivre chez son cousin à Cancale. C'est elle qui a le droit de rester dans la maison. C'est elle qui a la résidence des enfants. Les enfants lui sont confiés. Il a 3 mois pour quitter la maison depuis l'ordonnance du mois de mai. Et le délai de 3 mois expire le 13 juillet.
Adeline Piette a donc disparu 2 semaines avant le départ programmé de son époux. Un divorce à l'horizon, des tensions familiales qui s'accumulent et une famille nombreuse à gérer, voilà qui peut expliquer le départ précipité de la jeune femme. C'est en tout cas ce que son mari va immédiatement dire aux gendarmes. La première explication donnée par Benoît Piette à propos de la disparition d'Adeline, c'est le ras-le-bol, le changement de vie. Elle en a ras-le-bol de s'occuper des mômes. Dans les derniers mois, elle était très énervée, beaucoup moins patiente avec les enfants. On peut imaginer facilement le boulot qui était celui d'Adeline au quotidien. 7 enfants qui sont entre 15 et 2 ans, c'est pas complètement rien. Adeline en a ras-le-bol, elle n'en peut plus, elle a quitté la maison, elle a quitté Benoît, elle a abandonné ses enfants. Adeline Piette, mère de famille débordée, aurait-elle voulu prendre le large pour quelques jours? Pourtant, rien n'est moins sûr. Car Nathalie, la fille aînée de la disparue, va faire aux enquêteurs une révélation pour le moins étonnante. Sa mère serait repassée par la maison 2 jours après son départ. Et Nathalie en est certaine. Et cela pour une raison simple. Je m'occupe de mon petit frère, je le douche et là je vais pour l'habiller. Et je me rends compte en fait que, en ouvrant un mauvais tiroir, qu'en fait il n'y avait plus d'affaires. Donc j'ai regardé dans la grande armoire, il y avait presque plus d'affaires, il restait 2-3 choses. À partir de là, c'est plus du tout la même chose. Adeline est partie avec ses vêtements, elle est même partie avec 2 cadres photos. Le premier cadre représente son père, je crois, ou ses parents, et le deuxième, ses enfants. Donc, on voit les choses autrement à partir de cet instant. La disparition d'Adeline n'a donc rien d'improvisé. Il s'agit bel et bien d'un départ prémédité. Benoît Piette, le mari, en est convaincu. Donc lui va dire aux gendarmes, elle est sans doute passée la nuit pour prendre des affaires, justement pour organiser son départ. Ça veut dire qu'elle a pris en quelque sorte des souvenirs avant de partir. Reste une interrogation. Comment expliquer cette fugue de la part d'une mère de famille qui adorait ses enfants? Tous les proches d'Adeline sont étonnés, trouvent invraisemblable qu'elle ait pu partir volontairement laissant ses enfants. C'est impossible pour eux parce que c'est une mère est tellement aimante, tellement proche de ses enfants qu'il paraît invraisemblable qu'elle ait pu partir sans ses enfants et qu'elle ait pu laisser ses enfants derrière elle. Ma mère m'a toujours dit en fait que la plus belle chose qui lui soit arrivée, c'est d'avoir eu ses 7 enfants. Adeline Piette devait donc avoir une excellente raison de quitter le domicile conjugal. Reste à trouver laquelle. C'est le mari Benoît Piette qui va à nouveau voler au secours des enquêteurs. Il fournit aux gendarmes une hypothèse crédible. Sa femme avait un amant. Adeline, avec laquelle il n'a plus de relation intime, a un amant qui appartient au proche voisinage, qu'elle rencontre régulièrement, et il est persuadé que si elle a souhaité entamer une procédure de divorce, c'est précisément pour rejoindre cet amant. Elle se serait confiée à sa fille en indiquant qu'elle avait des sentiments par un autre homme. C'était un voisin qui habitait pas très loin, et bah oui, je sais pas, le petit coup de cœur en fait, et elle m'en avait parlé. Depuis quelques mois même, elle se maquillait, prenait soin d'elle. Elle lui écrivait des lettres et Benoît Piette est tombé dessus, sur les lettres qu'elle avait cachées. Alors, Adeline Piette, entraînée par ce coup de foudre, a-t-elle pris la fuite avec son nouvel amour? Est-elle partie se réfugier chez lui, en attendant que son mari quitte le domicile le 13 juillet prochain, comme la procédure de divorce le lui impose? Les enquêteurs identifient rapidement l'homme en question. Évidemment, les gendarmes vont se précipiter au domicile de cet homme et l'interroger. Et l'homme va décrire sa relation avec Adeline. On a interrogé cette personne-là qui a dit « Je m'étais rendu compte qu'elle était tombée amoureuse de moi, mais il ne s'est rien passé entre nous, c'était de l'amitié. » Il y a eu beaucoup de mots, beaucoup de phrases, beaucoup de temps passé ensemble. Ils ont même échangé quelques baisers. Mais je pense pouvoir dire qu'il y a mal donne entre les deux.
ils attendaient pas la même chose, ils cherchaient pas la même chose, et du coup ça n'a pas fonctionné. Ils ne sont pas allés plus loin, ils n'ont pas eu de rapports intimes, ils se sont arrêtés là. Et évidemment, Adeline ne se trouve pas chez son amant, donc fin de la piste de l'amant, elle n'aura pas fait long feu celle-là. Il n'y a pas d'amant et Adeline n'est pas chez son pseudo-amant. Dans l'impasse, les enquêteurs déploient alors les grands moyens. Ils diffusent un appel à témoins dans la presse. Une affichette avec une photo de la disparue est placardée dans la région de Cancale. D'importants moyens sont engagés, effectivement. Les étangs sont fouillés, les habitants sont bien sûr interrogés. C'est une grosse enquête qui s'est mise en branle, on va dire. On survole la région en hélicoptère, on fait des battues dans les champs. Les gendarmes vont surtout ratisser les abords de la route qu'aurait empruntée Adeline Piette de la Gouesnière à Cancale. De leur côté, les enfants de la famille Piette participent aussi aux recherches. On a cherché un peu dans la Gouesnière. Après, on n'avait pas de moyens de locomotion, on était à pied, donc on faisait tout à pied. Les endroits où on pouvait savoir où est-ce qu'elle était, et on la trouvait pas, donc ça devenait vraiment très inquiétant. Elle avait l'habitude de sortir le soir également pour se promener assez tard. Tous les endroits, les petits bois du coin où elle allait se promener le soir. Enfin, on va aller vérifier si on ne découvre pas son corps. Les gendarmes traquent le moindre indice dans la maison des Piette. Une équipe cynophile est mobilisée pour inspecter le jardin. Mais en vain, les chiens ne reniflent rien de suspect. Comme le montrent ces documents d'enquête, chaque point d'eau, puits ou étang est systématiquement photographié, sondé et répertorié. Il y en a 200 dans la région. Rien, toujours rien. Malgré les moyens mis en œuvre, les recherches n'aboutissent pas. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'Adeline Piette est partie seule, à pied, le long de la route de Cancale. Désemparés, ses enfants imaginent logiquement le pire. Où est-ce qu'elle est Qu'est-ce qui s'est passé entre la Gouesnière et Cancale pour qu'elle rentre pas, puisqu'elle est en stop, sur qui elle est tombée? Parce qu'elle aurait pu tomber sur un malade, en voiture, on ne sait jamais. Il y a un vrai danger. À partir du moment où une femme seule fait de l'autostop, c'est un peu comme les joggeuses. On a combien de faits divers qui nous l'ont prouvé, qui l'ont relaté. Donc il y a tout lieu quand même de s'inquiéter à partir du moment où elle est seule sur la route un dimanche et surtout qu'elle a disparu. Donc on peut imaginer qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Les gendarmes cherchent dans les fichiers de la justice pour savoir qui, dans les alentours, a déjà été l'objet de condamnation. C'est alors qu'ils font une troublante découverte. Les enquêteurs vont s'interroger à un individu qui a résidé sur la commune de la Gouesnière, non loin du domicile des époux Piette, car cette personne a été condamnée pour meurtre sur une jeune fille de 17 ans. On sait que cet individu a, dans l'est de la France, tenté une jeune fille de 17 ans, qu'il l'a tuée avant de l'abandonner dans un bois. Pour ce crime, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Au moment de la disparition d'Adeline, il est en liberté conditionnelle. Il habite à moins de 2 km du domicile, donc les enquêteurs forcément s'intéressent à ce personnage. Ça peut correspondre en fait au profil d'un tueur qui aurait enlevé une jeune femme et qui aurait pu la tuer ensuite. Les enquêteurs décident alors d'auditionner immédiatement ce fameux voisin qui a déjà tué une femme dans le passé. Mais l'homme est en fuite et malgré d'intenses recherches, il reste introuvable. Mais il y a une autre piste que les gendarmes vont prendre très au sérieux. Un témoin leur déclare qu'Adeline Piette serait toujours vivante. Au moment où on craint le pire, au moment où on est sur la piste d'un tueur déjà condamné, où on ne donne pas cher de la peau d'Adeline, où on est convaincu qu'on va retrouver son corps quelque part dans un bois ou je ne sais où, un témoignage va complètement bouleverser le cours de l'enquête. C'est une femme du village, c'est une femme de Gouesnière qui va dire
affirmé avoir vu Adeline à 2 reprises. Une fois le 2 juillet et une autre fois le 5 juillet. Cette voisine affirme avoir vu Adeline le jour de sa disparition et 3 jours plus tard, dans les rues du village de la Gouenière. Elle y emmène les enquêteurs. Elle est formelle, elle connaît Adeline et elle la décrit à 2 endroits différents, à un espèce d'abribus en bois où elle est assise sur un rebord en béton. C'est la première vision qu'elle a d'Adeline. Et ensuite, elle la voit sur le bord de la route en train de marcher, à la sortie du village. Adeline Piette serait donc vivante. Mais cela ne dit pas où se trouve la disparue actuellement. C'est alors que le mari va mettre les enquêteurs sur une nouvelle piste. Le 22 septembre 2006, 3 mois après la disparition de son épouse, Benoît Piette s'invite une nouvelle fois chez les gendarmes. Le mari avait négligé de leur signaler un détail pourtant essentiel. Adeline Piette est partie en emportant avec elle son dossier d'adoption. Cette jeune femme a un passé douloureux. Elle a été abandonnée par sa mère lorsqu'elle n'avait que 3 ans. C'est un couple d'enseignants qui l'a adoptée. Alors les gendarmes se demandent si Adeline Piette ne se serait pas réfugiée chez eux afin d'obtenir des informations sur ses parents biologiques. C'est vrai qu'elle aurait bien aimé un jour rencontrer ses parents biologiques, et ce qui est normal de vouloir retrouver ses origines, d'où on vient, et de retrouver ses parents. Et le fait que ce dossier disparaisse en même temps qu'Adeline ne pouvait que laisser à penser que ce départ était volontaire. Elle est à la recherche de ses racines. Ça fait une piste supplémentaire que les gendarmes ne peuvent pas négliger. Les enquêteurs cherchent alors à en savoir plus sur le contenu de ce fameux dossier d'adoption qu'aurait emporté avec elle Adeline. Ils décident donc d'aller rendre visite aux parents adoptifs de la jeune femme, les Loup. Ils habitent à Saint-Malo, à quelques kilomètres seulement de la Gouenière, dans un grand château. C'est une famille bien connue dans la région, et pour cause. Elle est très étonnante, cette famille, effectivement. Ils vivent pas comme les autres. Ils sont dans un château, ils ont adopté une 20aine de gosses handicapés. Chaque enfant porte un prénom commençant par la lettre A. A tout simplement comme amour et adoption. Pour faire vivre sa grande tribu, le père adoptif d'Adeline organise des conférences dans cette propriété. D'étranges rassemblements. Beaucoup de gens gravitent autour de cette communauté, on va appeler ça communauté à un moment donné. Il y a des gens un peu bizarres qui viennent, qui vivent sous des tentes, sous des tipis. Et petit à petit, on se rend compte qu'on parle de chamanisme, on parle de rites indiens. On évoque de l'ésotérisme, on parle de sectes. Lors de ces conférences organisées au château et ouvertes au public, Adeline aurait-elle rencontré un gourou assez influent pour lui faire quitter sa famille du jour au lendemain? Ils ont imaginé qu'Adeline avait peut-être pu être prise dans une secte. C'est une thèse qui a couru, c'est une rumeur surtout qui a beaucoup couru dans le bourg de la Gouenière, où certaines personnes savent bien qu'Adeline est la fille adoptive de cette fameuse famille. Et donc on entend dire qu'Adeline aurait pu être enrôlée dans une secte, quoi. Les enquêteurs vont donc vérifier et se rendre compte que la famille adoptive est certes excentrique, mais que cela n'a rien à voir avec une secte. Il y a eu de nombreuses enquêtes des services sociaux et qui ont abouti au résultat que les enfants n'étaient absolument pas embrigadés dans une forme de secte quelconque. C'est pas une secte où elle aurait pu partir être embrigadée, c'est ridicule. On ne lui a jamais inculqué des valeurs particulières, ésotériques. Mise hors de cause, la mère adoptive d'Adeline
va tout de même livrer aux enquêteurs de précieuses indications. Les gendarmes apprennent par la mère adoptive d'Adeline qu'Adeline était bien à la recherche de ses parents biologiques. Elle savait, elle pensait, elle était persuadée qu'elle avait un frère. Elle savait que ses parents habitaient dans la région de Nice, elle avait l'adresse, et donc qu'elle était vraiment à la recherche de ses parents biologiques. On va aller jusqu'à Nice, retrouver les parents biologiques, donc le père et la mère d'Adeline. Et on s'apercevra qu'en fait, elle n'a jamais pris contact avec eux, qu'elle n'est jamais allée jusqu'à les voir. Dorénavant, la piste de la disparition volontaire vacille. Les enquêteurs sont dans une impasse. Ils ont suivi toutes les pistes possibles. Et toutes les pistes ne les conduisent nulle part. Ils n'arrivent à rien. Juin 2008. 2 ans après la disparition d'Adeline Piette, les gendarmes recentrent leur enquête sur le mari. Et cela pour une raison simple. Depuis le début des recherches, Benoît Piette se comporte de façon très curieuse. Depuis le début, ce type-là, il ne s'intéresse pas à son enquête. À aucun moment, il appelle les gendarmes pour savoir où en est l'affaire, si on a retrouvé sa femme. Forcément, ça les a un peu surpris. La plupart des maris se seraient quand même préoccupés de savoir où en étaient les gendarmes par rapport à la disparition de leur épouse. Un autre point attise les soupçons des enquêteurs. Benoît Piette a menti sur un tout petit détail. Il explique dans un premier temps que sa femme est partie avec les cadres photos le lundi. Ensuite, il dira que finalement, ce serait le mardi. Benoît Piette s'en mêle les pinceaux, quoi. S'en mêle les pinceaux dans ses déclarations. Il commence à devenir incohérent. Et du coup, les gendarmes s'intéressent forcément de plus en plus à son cas. Le 10 juin 2008, Benoît Piette est donc placé en garde à vue. Les gendarmes, ils ont Benoît Piette coincé en garde à vue, qui depuis 2 ans les envoie sur des fausses pistes. Ça a été le départ volontaire parce qu'elle en avait ras-le-bol de s'occuper de ses mômes. Ça a été la piste de l'amant, ça a été la piste de la secte de je recherche mes origines, ma famille, etc. Aucune de ces pistes n'a rien donné, elles viennent toutes de Benoît Piette. Donc les gendarmes en ont un peu marre et là ils rentrent dans le dur. C'est garde à vue et il va falloir s'expliquer. Et au bout de quelques heures, le suspect va finir par confesser ses premiers mensonges. Il va d'abord reconnaître que c'est lui qui a mis en scène la disparition des objets qui se trouvaient au domicile et qui auraient disparu en même temps qu'Adeline ou le lendemain. Les enquêteurs se demandent si Benoît Piette, pour faire croire à une fugue de son épouse, n'aurait pas dissimulé ses vêtements, ses cadres photos et aussi son dossier d'adoption. Visiblement, le mari ne dit pas tout, jusqu'à la 26e heure de garde à vue. À la 26e heure de la garde à vue, il y a un coup de théâtre. Surprise générale, coup de théâtre de la garde à vue, Benoît Piette craque. Il se lève, il est dans un état bizarre. Il va se mettre à hurler, à vociférer, à pleurer. Et va dire « J'ai quelque chose à vous dire, je dois vous avouer la vérité ». Il lâche aux gendarmes « Je ne l'ai pas tuée, elle s'est pendue ». Les aveux du suspect en pleine crise sont un tournant capital de l'enquête. Car Benoît Piette est hanté par une image, celle du visage de sa femme morte. Et il mime les yeux, il dit mais elle avait les yeux comme ça exorbités qui sortaient qui sortaient. Et il se met à pleurer et il s'agite dans tous les sens, mais il a reconnu l'essentiel, il a reconnu la matérialité des choses, il a reconnu qu'elle était morte. Après une pause de 2 heures, le mari reprend ses esprits. Froidement, Benoît Piette explique alors ce qui s'est passé le matin du dimanche 2 juillet.
Benoît Piette dit que le dimanche matin, il se réveille, il va dans le garage et il découvre sa femme pendue. Il ne sait pas quoi faire, il voit le corps de son épouse. Et là, il la regarde quelques instants, il l'appelle par son prénom, Adeline, Adeline. Il se dirige vers la cuisine, il prend un couteau pour retourner dans le garage, juste couper cette corde et allonger le corps inerte d'Adeline. Et puis là, il se dit que faire maintenant? Personne ne va croire à cette histoire de suicide. Tout le monde va penser que j'ai assassiné Adeline. Et donc là, c'est là qu'il commet l'irréparable et prend le corps d'Adeline pour le transporter vers le jardin où il l'enterrera plus tard. Le corps d'Adeline est enterré sous 40 cm de terre, près d'un parterre, dans un coin du jardin où les enfants viennent parfois jouer. En dissimulant le corps, Benoît Piette pense se protéger lui-même, mais pense surtout protéger ses enfants de la mort tragique de leur mère. Il nous dit que son premier réflexe, c'est je ne sais pas comment je vais pouvoir expliquer ça aux enfants, donc il faut que je cache le corps, pour pas avoir à leur dire. La disparition d'Adeline Piette n'est plus un mystère, mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise, car Benoît Piette n'a pas livré le pire. Face aux enquêteurs, le mari poursuit son récit. Le corps de son épouse enterré dans le jardin n'a pas calmé sa peur d'être accusé. Bien au contraire, il vit chaque jour dans la hantise d'être démasqué. Après de nombreuses visites des services de gendarmerie, Benoît se dit on va finir par retrouver ce corps enterré dans ce jardin. Il a peur, Benoît Piette dira j'ai peur que les gendarmes viennent chez moi, dans le jardin avec un tractopelle et déterrent le corps d'Adeline. Il a peur, c'est sa grande hantise. Un jour de mai 2008, le mari prend une décision radicale qui devrait lui permettre de ne jamais être inquiété. D'abord, il déterre le corps de sa femme. C'est un corps qui est en terre depuis près de 2 ans et donc qui est décomposé. Il ne reste plus que des ossements avec, on pense, quelques bouts de chair autour des os. Et Benoît va donc prendre le cadavre, ce qui reste en tout cas les ossements. Il va déterrer petit bout par petit bout les restes de son épouse et les mettre dans son barbecue. Il va commencer par les jambes, puis le bassin, puis le haut du corps et il va donc amener les ossements sur le barbecue et pendant plusieurs jours va faire brûler effectivement l'intégralité des ossements de ce qu'il reste de sa femme. Benoît Piette agit en plein jour, entre 9h et 17h. Ses enfants sont à l'école et la maison est vide. Personne pour freiner ces gestes macabres. Benoît Piette a-t-il dit la vérité ou a-t-il menti une fois de plus? Pour les proches, cette version n'est pas du tout crédible. Adeline était au contraire presque soulagée à l'approche du divorce. Enfin, elle n'était pas du tout triste, elle pensait pas au suicide, c'était pas du tout dans ses idées du moment. Pourquoi? Alors qu'elle gardait la maison, elle reste avec ses enfants. D'ailleurs, elle le disait à tout le monde, ça y est, je vais être tranquille, je vais aller chercher mes meubles. Elle n'avait aucune raison. Benoît Piette est alors mis en examen pour meurtre. Il est immédiatement incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Malo. 19 juin 2008, le juge d'instruction et les enquêteurs se retrouvent dans le jardin de la famille Piette en présence du suspect. Le mari est coopératif. Il va montrer aux gendarmes le barbecue, qui est le four crématoire, le four où il a brûlé les restes de son épouse. Seulement l'examen du barbecue ne prouve rien, car il n'y a plus aucune trace du cadavre de son épouse. Tout a été carbonisé. Ensuite, il va emmener les gendarmes à la sépulture, c'est à l'endroit où il avait, pendant 2 ans, enterré le corps d'Adeline. Les gendarmes iront fouiller là et retrouveront simplement 3 fragments d'os, ce qui semble être des phalanges de pieds ou de doigts. C'est là que la police scientifique, en gardant ces os, va procéder à des tests ADN, puisqu'on connaît les parents biologiques d'Adeline. Et grâce aux tests ADN sur les parents biologiques d'Adeline, on a pu ainsi avoir la preuve que les os étaient ceux d'Adeline. Benoît Piette n'a donc pas menti.
Enfin presque. En effet, en inspectant la terre où reposent les restes du cadavre, les enquêteurs tombent sur un produit toxique, de la chaux vive. Alors, la chaux vive, c'est de la chaux agricole. C'est un produit utilisé par les agriculteurs pour fertiliser la terre. Ça, c'est sa vertu principale. Maintenant, un certain nombre de criminels s'en servent aussi pour d'autres tâches. Et la chaux vive a notamment pour vertu d'accélérer le processus de décomposition tout en masquant les odeurs. Ce qui fait qu'on enterre un corps, on le recouvre de chaux vive et on met de la terre par-dessus. Même un chien renifleur de cadavres passe à côté sans le sentir. La chaux vive, un détail qui ne correspond pas du tout à l'image du mari paniqué par le de sa femme, comme Benoît Piette a expliqué l'être lors de son interrogatoire. Et ce n'est pas tout. La version du va s'effondrer lorsque les gendarmes vont tenter de reconstituer la pendaison décrite par le mari. Octobre 2008. Le juge d'instruction ordonne une reconstitution sur les lieux où Adeline Piette se serait suicidée. Cette fois-ci, Benoît Piette refuse d'y assister. Dans le garage de la maison, sous la poutre à laquelle Adeline se serait pendue, les gendarmes positionnent un mannequin. Ils se basent sur les indications que leur a données le mari. Et le résultat est flagrant. Et on s'aperçoit qu'avec un mannequin, donc de la taille, du poids d'Adeline Piette, la pendaison telle que décrite par Benoît Piette est totalement impossible. Et voici pourquoi. Si on place le mannequin sur le tabouret, au même endroit qu'Adeline Piette, il n'y a pas suffisamment de longueur de corde pour se pendre. La corde est donc trop courte. Les gendarmes la mesurent au centimètre près. Les pieds de la victime n'atteignent même pas le tabouret. Et ce n'est pas tout. Il existe un autre détail qui tente à démontrer que Benoît Piette aurait inventé le de son épouse. On va pendre un poids identique à celui d'Adeline avec une corde identique à celle à laquelle elle se serait pendue. Et au bout de 5 minutes, ce poids crée un sillon sur la poutre. Or, avant de tenter cette expérience, la poutre n'avait aucun sillon. Ce qui est bien la preuve que personne ne s'est jamais pendu à cette fameuse poutre. Autre preuve qui accable Piette, son récit pendant sa garde à vue. Le médecin légiste qui est présent sur les lieux, lui, va apporter les stockades à cette série de mensonges, parce qu'on revient sur l'histoire des yeux exorbités qu'il décrivait si bien pendant sa garde à vue quand il a pété les plombs. Et ce médecin légiste, il dit, mais quand on se pend, on n'a pas les yeux exorbités, c'est plutôt quand on étrangle. Ça met donc fin à la thèse de la pendaison, puisque les conclusions du rapport médico-légal contredisent en tout point la description qui est donnée par Benoît Piette. Alors, si Adeline Piette ne sait pas, comment est-elle morte? Le mari aurait-il étranglé sa femme? C'est possible, d'autant que les enquêteurs font le rapprochement avec un autre événement qui s'est déroulé 7 ans auparavant. Adeline a été victime d'une tentative d'étranglement par son mari. Un témoin, le lendemain, c'est sa propre sœur qui vient lui rendre visite et qui découvre sur le cou d'Adeline la marque de doigts. Il a tenté de l'étrangler. Il l'a serré tellement fort qu'Adeline, ne pouvant plus respirer, ayant son enfant dans les bras, a même lâché l'enfant tellement elle était en asphyxie. L'enfant est tombé et a été légèrement blessé. Il a eu du sang dans l'oreille. Elle a les marques. Elle est très choquée. Et quand sa sœur lui rend visite le lendemain, elle essaie de l'inciter à porter plainte immédiatement. Et Adeline ne le fera pas. Pour les gendarmes, plus aucun doute. Dans la nuit du samedi au dimanche 2 juillet 2006, Benoît Piette a étranglé sa femme, puis a volontairement cherché à dissimuler les traces de son crime. Reste à savoir pourquoi il aurait éliminé son épouse. Les enquêteurs sont à la recherche d'un mobile. Avant de rencontrer Adeline, Benoît Piette vivait comme un marginal. Et avec le divorce, il risque une nouvelle fois de se retrouver à la rue. Il a un mobile, Benoît Piette.
Dans 10 jours, il est à la porte. Il allait perdre son épouse, perdre ses enfants, quitter sa maison. Il aurait pu tuer volontairement son épouse pour rester dans la maison et toucher les allocations familiales notamment. Il aurait pu s'en sortir seul avec les 7 enfants. Tous ces éléments font du mari le coupable idéal. 13 janvier 2009, pour les gendarmes, plus de doute, Benoît Piette aurait tué et carbonisé le corps de son épouse sur le barbecue. Jusqu'au jour où le mari incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Malo reçoit un étrange courrier qui va réduire à néant toute l'enquête. Une lettre interceptée par le juge d'instruction. C'est un courrier anonyme avec effectivement des lettres qui sont collées, enfin vraiment la caricature du courrier de menace anonyme comme on peut voir dans les séries à la télévision, quoi. C'est vraiment les lettres découpées dans un magazine. Et cette lettre indique clairement que les enfants de Benoît Piette sont menacés s'ils parlent. Une lettre qui place Benoît Piette en victime d'un odieux chantage. Et voici ce qui est écrit. Et si Benoît Piette était finalement innocent, le juge d'instruction veut tirer les choses au clair. La juge d'instruction convoque Benoît Piette suite à ce courrier qui quelque part relance l'enquête. Donc Benoît Piette, dans son bureau, là, craque une seconde fois. Et vient dire, cette fois-ci, je vais vous dire la vérité. Adeline ne s'est pas pendue, mais elle a été tuée par 2 hommes. Benoît Piette le jure. Depuis 2 ans et demi, il cache un terrible secret. Sa femme a été assassinée par 2 inconnus. Et voici comment, selon lui, les choses se seraient passées. Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2006, l'homme descend se faire un café. Le mari entend alors un bruit venant du garage. Il trouve son épouse inanimée sur le sol du garage, en compagnie de 2 individus qu'il refuse de décrire. L'un d'entre eux dit « Allez bon, ça y est, c'est fini ». L'autre dit « On se casse » et ajoute à l'intention de Benoît Piette « On sait que tu as des gosses ». Benoît Piette indique alors que, après y avoir mûrement réfléchi, il décide de disposer du corps pour protéger ses enfants. Le chantage est clair. Si jamais il parle, après son épouse, les 2 inconnus risquent de s'en prendre à ses enfants. Terrorisé, Benoît Piette refuse d'en dire plus. Il se retranche derrière la protection de ses enfants qu'il souhaite effectivement protéger contre ces hommes. Alors, qui menace Benoît Piette ? 3 mois après le premier courrier, le juge d'instruction va éclaircir le mystère grâce à un second courrier adressé à Benoît Piette. Cette fois-ci, la lettre est signée d'un ancien codétenu du mari d'Adeline. Une lettre dans laquelle il affirme avoir rendu service. L'homme est immédiatement convoqué par le juge. On va notamment lui demander, mais c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour Benoît Piette? C'était quoi ce que vous écrivez dans la lettre? Vous avez fait le nécessaire? Et, en fait, l'individu en question, ce codétenu, va dire assez spontanément, écoutez, Benoît Piette m'avait demandé de rendre un service, à savoir qu'il m'avait donné une enveloppe, il m'avait demandé de la poster. J'avais trouvé ça un peu bizarre parce que, en fait, cette enveloppe, elle était à la destination de Benoît Piette, maison d'arrêt de Saint-Malo. Autrement dit, Benoît Piette s'est envoyé à lui-même la fameuse lettre de menace. Il a complètement inventé cette histoire de chantage et les 2 rôdeurs qui auraient soi-disant tué sa femme. La supercherie est prouvée sans l'ombre d'un doute. C'est une analyse graphologique qui va permettre de confondre Benoît Piette. Les gendarmes ont l'enveloppe sur laquelle est rédigé son nom et cette adresse de prison. Et ils vont faire une comparaison, faire une analyse graphologique et ils vont confondre donc Benoît Piette. 22 février 2011, cour d'assises de Rennes. Benoît Piette comparé pour meurtre sur conjoint. Tout l'accable, d'autant que ses propres enfants sont convaincus que leur père a tout prémédité. Tous les éléments de ce dossier montraient que Benoît Piette avait quand même bien préparé les choses. La chaux,
la disparition des objets, tout ceci a été fait avec beaucoup de sang-froid. Et puis, en tout cas, tous les ingrédients étaient réunis pour que le drame se réalise. Le fait qu'ils doivent quitter la maison, le fait qu'ils n'avaient pas véritablement prévu son déménagement qui devait intervenir quelques jours plus tard, tout ça montre que Benoît Piette avait... que tout était propice pour qu'il mette fin au jour de son épouse. Au procès, l'audience est chargée d'émotions. Les enfants n'attendent plus qu'une chose, savoir enfin la vérité sur la mort de leur mère. Moi, j'ai trouvé ça bouleversant. Que ces enfants soient devant, dignes, devant écouter, mais voulant être là et écouter le récit du drame, de la tragédie, de la disparition de leur mère, et face, dans le box des accusés, à leur propre père. Les uns après les autres, les enfants Piette défilent à la barre. Tous, sans exception, racontent la même histoire. Pendant toutes ces années, leur père les a manipulés de manière perverse, allant jusqu'à leur faire croire que leur mère était vivante. Tous les enfants ont été particulièrement éprouvés par tous les mensonges de Benoît Piette pendant ces 2 années. Ils ont vécu avec leur père seul pendant 2 ans. Leur père qui leur faisait croire que leur mère allait revenir. Il dit à chaque enfant, dit, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt ton anniversaire, je sens que maman va revenir pour ton anniversaire. Pire encore, quand le plancher craque à l'étage, il dit aux enfants, écoutez, vous entendez pas le plancher qui craque? C'est maman sans doute qui va revenir. Il va jusqu'à pousser quand même le vice à mettre sous l'arbre de Noël, en 2006-2007, un cadeau pour Adeline. En disant, si jamais elle revient, elle aura son cadeau. Alors qu'il le sait, il a fait disparaître le corps. Et il fait tout pour leur faire croire, il leur bourre le crâne, pour leur faisant croire que leur maman est vraiment disparue et qu'elle va revenir. Il ne peut pas plaider l'amour de ses enfants. Quand on aime quelqu'un, il n'y a rien de pire que de trahir. Et c'est bien ce qu'a fait Benoît Piette pendant des années, en faisant vivre les enfants à proximité du corps enterré de leur mère. Puis c'est le tour du cadet de la famille, âgé aujourd'hui de 10 ans. Souvenez-vous, c'est le petit garçon qui a assisté à la dispute de ses parents le soir du drame. C'est lui qui a dit de bonne foi que le dimanche matin, il avait vu sa mère alors qu'Adeline était morte à ce moment-là. Cet enfant est très courageux et très remonté contre son père à la barre. Quand il s'adresse à son père, il le regarde. Il le regarde dans les yeux et il a un regard noir. Il en veut beaucoup à son père. Cet enfant est convaincu de la culpabilité de son père et demande à son père d'arrêter de mentir, de dire la vérité en fait. Il lui demande à la barre une dernière fois, écoute papa, arrête. Il l'appelle, écoute Benoît, arrête, dis la vérité. Parce que cet enfant n'appelle plus son père papa, mais Benoît. Pressé de toutes parts, l'accusé n'a plus d'échappatoire quand la présidente de la cour d'assises l'interpelle. Elle lui demande « Est-ce que vous avez quelque chose à dire ?» Et lui, il répond « Je voudrais juste dire que je n'ai pas tué ma femme, mais que j'ai peut-être eu un geste qui a entraîné sa mort. » Alors que s'est-il passé ce soir-là? Benoît Piette livre sa vérité, une ultime version. Et donc là, il explique en fait qu'en arrivant le fameux samedi soir, donc ils se sont bien disputés en fait, et donc quand il a entendu mon petit frère pleurer, ma mère était dans les escaliers, et donc lui, il était face à elle, et en fait, il a voulu monter, et ma mère apparemment lui aurait un peu barré le chemin, et en fait, il a fait un très grand geste brusque en la repoussant. Elle a chuté et elle est morte. Ce scénario de dernière minute, ce mauvais geste dans les escaliers va-t-il être pris en compte? Les jurés se retirent pour délibérer. Le vendredi 25 février 2011 à 19h, le verdict est rendu. C'est un électrochoc, car les jurés ont cru à la dernière version de Benoît Piette, celle de l'accident. À la question de savoir s'il a volontairement tué sa femme, la présidente de la cour d'assises vient répondre non. Moi, je me suis mise à pleurer. Benoît Piette comprend qu'il ne sera pas condamné pour meurtre.
L'annonce du verdict, c'est la stupeur dans la salle. Les journalistes se regardent entre eux, incrédules. Personne comprend, les avocats aussi. Et puis les enfants, eux, ont compris, quoi. Ils ont compris que leur père n'a pas été condamné pour le meurtre de leur maman. Et eux en sont intimement convaincus que leur papa a tué leur maman. Donc moi, je pense qu'il a eu plusieurs mois pour ruminer ses intentions. Et je pense que le soir-là, oui, il l'a étranglé. Après, voilà, il s'est débarrassé du corps comme il a pu. Mais il serait incapable d'avouer la vérité, donc il raconte des tas de mensonges. Les jurés sont restés sourds aux témoignages des enfants. Seule la thèse de la chute accidentelle dans les escaliers est retenue. Benoît Piette, toutefois, est condamné à 20 ans de détention pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour les enfants, ce sera une double peine. Ils ont perdu leur mère, leur père et leur foyer. Ils sont condamnés à avoir une enfance privée de leurs parents, ce qu'Adeline Piette aurait le plus redouté de son vivant. La pire chose qui aurait pu lui arriver, c'est que ses enfants soient placés. Ils sont tous placés en famille d'accueil. Et ça, c'est une chose que jamais elle aurait voulu voir, notre famille complètement éclatée, en fait. En raison des remises de peine, Benoît Piette peut espérer sortir de prison dans 7 ans. Nous sommes le 31 mars 2003 dans les Bouches-du-Rhône, à Mérargues exactement, à 15 km au nord d'Aix-en-Provence. Ce jour-là, à 10h15, les pompiers sont informés que de la fumée s'échappe d'une villa du quartier de la Malvoisie. Ils se rendent immédiatement sur place. D'abord, ils sont obligés de défoncer la porte pour entrer parce que la maison est entièrement fermée de l'intérieur. Les pompiers vont casser un volet et défoncer la vitre qui est derrière et il va y avoir un retour de flamme. C'est-à-dire que le feu avait végété et que par manque d'oxygène, ça ne s'était pas embrasé. Mais compte tenu qu'il y a eu cet appel d'air à l'ouverture de la fenêtre, tout s'est embrasé. On s'aperçoit que dans la cuisine, le robinet de gaz de la gazinière était resté ouvert. Il aurait suffi qu'il y ait un petit appel d'air, qu'une fenêtre soit entrouverte pour qu'effectivement cette maison explose. Par chance, rien n'explose, mais le feu se développe et les pompiers arrosent abondamment. Après quelques minutes, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire à un banal incendie et découvrent l'horreur. Les pompiers, quand ils vont rentrer, vont découvrir le corps de 2 femmes, chacune dans leur chambre, ligotées, manifestement tuées, une égorgée et l'autre beaucoup plus atteinte encore. En partie brûlés, calcinés tous deux et présentent de nombreuses traces de coups de couteau. Penser que quelqu'un puisse être à même de faire ce genre de fait, ça dépasse l'entendement, c'est même pas pensable. C'est l'horreur absolue. Aussitôt, les pompiers alertent les gendarmes d'Aix-en-Provence. Ces 2 corps méconnaissables seraient en fait les corps des 2 occupantes de la villa, Chantal D'Amato et sa fille Audrey. Chantal D'Amato a été découverte allongée sur le lit, en position ventrale, avec les membres supérieurs et inférieurs ligotés avec du scotch, un scotch assez renforcé, un scotch particulier, et égorgée. Audrey est découverte dans un 2e temps, bien évidemment, avec au pied de son lit le caniche de la famille qui est donc mort asphyxié. Elle repose sur le lit, en position dorsale. Donc elle a les poings liés, au niveau des chevilles, elle est également attachée, là avec du câble électrique.
Et elle va présenter un nombre de plaies assez édifiants. Les coups de couteau sont portés sur le thorax, sont portés sur la face et sont également présents dans la région du cou. Audrey également a été égorgée. Audrey a été véritablement massacrée par de nombreux coups de couteau. On en dénombrera 19 sur le visage. Ensuite, elle aura 3 coups portés au niveau de la cage thoracique et 2 plaies cervicales. Ces dernières seront mortelles. Mais le médecin légiste a estimé que l'agonie d'Audrey avait été extrêmement longue. Selon l'autopsie, Chantal D'Amato est décédée après Audrey. Le médecin légiste conclut que les 2 femmes n'ont pas été... Chantal D'Amato avait 53 ans et sa fille Audrey 24. 2 femmes a priori sans histoire qui n'attiraient guère l'attention. Chantal et Audrey, ce sont 2 personnes tout à fait ordinaires, comme n'importe qui d'entre nous, qui n'appellent pas de commentaires particuliers, qui sont bien entourés au niveau amical, au niveau professionnel, que des compliments de la part des employeurs respectifs. Chantal travaille donc au centre d'action sociale d'Aix-en-Provence, à une quinzaine de kilomètres de son domicile, et Audrey à la compagnie des cars du pays d'Aix. Chantal était une femme d'une 50aine d'années, qui était très belle, qui avait des yeux verts en amande, avec une chevelure toute bouclée et blonde. Elle avait le teint hâlé. Donc elle était très mince, très sportive, parce qu'elle était très précautionneuse de son physique. C'était très important pour elle. Audrey est à peu près évidemment dans la même lignée. C'est une jeune fille très attirante, qui est très convoitée et qui est très coquette. Ce sont des femmes qui plaisent. Tous les garçons, pratiquement tous même, ils étaient accros d'Audrey. Elle avait ce petit truc que nous, on n'avait pas, quoi. Ce petit sourire, son air malicieux. Et puis, elle était belle, gentille et intelligente. Vous imaginez ? Pas de difficultés dans leur vie, en apparence. Alors pourquoi ont-elles été exécutées de la sorte, et surtout par qui ? Beaucoup de mystères entourent cette scène de crime, particulièrement atroce. Donc cette maison était fermée de l'intérieur, donc ça c'est déjà un premier fait troublant. Deuxième fait troublant, c'est qu'il y a eu un véritable acharnement meurtrier sur ces femmes au travers du nombre de coups de couteau qu'elles ont reçus, le fait qu'elles étaient ficelées, que l'on avait tenté de mettre le feu à la maison, donc d'altérer encore plus gravement leur corps que par les simples coups de couteau, si j'ose dire. On était dans une scène de crime abominable qui interpelle toute personne qui est habituée à traiter de scène de crime. Enfin, j'allais dire que d'emblée, on se rend compte qu'on est dans une affaire criminelle qui est un petit peu hors norme. Une affaire hors norme, par la violence du crime, mais aussi par le mode opératoire de l'assassin. Une maison fermée de l'intérieur, des coups de couteau, des victimes ligotées avec du câble électrique et le feu. Les enquêteurs garderont bien en tête cette signature du tueur. La brigade de recherche de Pérols cherche à recueillir les premiers indices. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur tâche s'annonce complexe car le feu a gravement endommagé la scène de crime. Cependant, plusieurs indices vont être relevés. D'abord, le carton d'un rouleau de ruban adhésif qui a servi à bâillonner les victimes. Et ce n'est pas tout. Il y a du sang en grande quantité et dans toute la maison. Du sang est mis à l'évidence à de nombreux endroits. Donc on en trouve dans la salle de bain, dans le lavabo, dans la baignoire, sur la serviette. On en trouve dans la cuisine, on en trouve dans ce qu'on a appelé la pièce de la bibliothèque. Et ensuite, on en trouve sur les parois
des murs du couloir qui conduit de la bibliothèque à la chambre d'Audrey. Des traces de sang nettoyées que les gendarmes vont parvenir à révéler. Enfin, et c'est peut-être l'élément le plus capital, les techniciens vont relever des empreintes génétiques. Un ADN va être retrouvé dans la salle de bain, au niveau du bouchon d'un évier. On va avoir ensuite un ADN qui va être retrouvé sur les sous-vêtements d'Audrey et un ADN qui va être identifié à partir d'un cheveu ou d'un poil qui est retrouvé sur le peignoir de Chantal. Donc là, on a quand même, et ce sont des ADN masculins, donc ce sont des bases de données qui vont permettre de faire, en tout cas, des comparaisons intéressantes dans l'entourage des victimes. 3 ADN masculins distincts. Une chance pour les gendarmes qui supposent que le ou les criminels seront identifiés rapidement grâce à ces traces. L'enquête débute par l'audition de tous ceux qui connaissaient les 2 femmes. Ainsi, les gendarmes vont parvenir à reconstituer les dernières heures des victimes le soir du drame. Dimanche 30 mars 2003, il est environ 20h. Chantal D'Amato dit au revoir à son compagnon, André. Ils se connaissent depuis 2 ans, mais ne vivent pas ensemble. Ils ont passé un week-end en amoureux. À 22h, Chantal passe un coup de fil à un ami pour lui souhaiter son anniversaire, comme les relevés de son téléphone le prouvent. Puis, comme tous les soirs, elle promène son chien sans fermer sa maison. Elle sortait son chien aussi le soir. Et quelquefois, même, elle s'aventurait en début de pinède près de sa maison pour sortir sa petite chienne. Et à ce moment-là, elle ne fermait pas sa porte. La porte était ouverte. Les enquêteurs en sont persuadés. C'est au moment où Chantal promenait son caniche que l'agresseur a décidé de s'introduire au domicile pour attendre ses victimes. Lorsque Chantal est arrivée, il l'a neutralisée. Il l'a ligotée, bâillonnée, il lui a bandé les yeux, et ensuite, l'ayant neutralisée, il a attendu l'arrivée d'Audrey. Chantal n'est pas tuée immédiatement, l'autopsie le confirmera. 22h45, Audrey D'Amato rentre chez elle. Elle est loin de se douter que sa mère est en proie à un dangereux criminel. D'ailleurs, sur le perron de sa maison, avant d'entrer, elle envoie un ultime message à son compagnon, Ifig, avec qui elle vient de passer le week-end. Dors bien mon amour et ne te couche pas trop tard. Bisous. Une fois à l'intérieur, Audrey, comme tous les soirs, ferme la porte à double tour. Il y a 2 verrous, plus la serrure. Et les clés restent sur la porte. Ensuite, elle va dans la salle de bain où on trouve ses affaires du week-end. Il la rejoint dans la salle de bain, il arrive par surprise. Il lui porte un coup de poing au visage, qui a pour but un peu de l'assommer. Ensuite, il la prend en poids, la met dans le fauteuil de la bibliothèque et là, l'attache. Audrey est torturée, on joue avec elle, on lui plante un couteau de façon très méthodique sur le visage, manifestement pour ôter cette beauté de cette jeune femme. Il joue avec elle dans le bureau pendant un temps qu'il est assez difficile d'estimer, mais qui dure, d'après les experts, au moins une demi-heure. Et ensuite, Audrey va être placée sur le lit. Et donc il l'a achevée dans son lit, à l'issue de quoi il est parti dans la chambre de Chantal, il a égorgé Chantal. Comble de l'horreur, Chantal, la mère, dans la chambre d'à côté, a certainement tout entendu des sévices que le meurtrier a infligés à sa fille. L'autopsie confirmera que les 2 femmes sont mortes entre 23h30 et 1h du matin.
L'arme du crime, un couteau de 20 cm, double tranchant, ne sera jamais retrouvée. Reste un terrible casse-tête qui empoisonne les enquêteurs. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé la porte d'entrée fermée à double tour, les clés restées dans la serrure à l'intérieur, les volets baissés. Alors, comment le criminel a pu quitter la maison ? En fait, la réponse est assez simple. L'homme a laissé une trace sur un montant de la baie vitrée, ce qui va permettre aux gendarmes de résoudre cette énigme. On peut dire avec certitude que l'auteur des faits est sorti par cet endroit. Le meurtrier, une fois son forfait accompli, a actionné la fermeture du rideau mécanique et s'est précipité à l'extérieur et juste avant que le rideau ne se referme, a repoussé la porte de la baie vitrée. Avant de partir, l'assassin a pris soin d'allumer le feu à 6 endroits de la villa et d'ouvrir le gaz. Avec la maison parfaitement hermétique, il était donc sûr que l'incendie allait alors effacer toute trace de son passage. Seulement ce qu'il ignorait, c'est que la bonbonne de gaz était quasiment vide. Du coup, l'explosion espérée n'a jamais eu lieu. Mais d'autres questions restent encore sans réponse. Comment le meurtrier connaissait-il les habitudes des victimes ? Comment connaissait-il l'existence de ce volet roulant électrique qui a permis sa fuite ? Pourquoi le chien des victimes n'a-t-il pas aboyé ? D'autant que dans le quartier ce dimanche soir, personne n'a rien vu ni rien entendu. C'est donc tout à fait logiquement que les enquêteurs vont soupçonner les proches des deux femmes. Les affaires criminelles, dans 80% des cas, ce sont des proches. Des proches de la famille, des proches des amis, du travail. Donc, ils vont se concentrer d'abord sur les relations les plus proches et les plus intimes des deux femmes. Et parmi les proches, il y a un homme qui attire particulièrement l'attention, un certain Elias. Un ancien amant de Chantal, la mère. Le couple s'était séparé il y a maintenant 2 ans et pas en très bons termes, c'est le moins que l'on puisse dire. Les soupçons vont être dirigés quasi immédiatement sur l'ancien compagnon de Chantal D'Amato, ancien compagnon avec lequel elle avait eu des relations, à la fin en tout cas, qui ont été assez tumultueuses, assez compliquées, voire conflictuelles. C'était une relation très passionnelle, voilà, avec beaucoup de passion, beaucoup de sentiments l'un et l'autre également. C'est pour ça que la rupture a été un petit peu difficile. La fin de leur relation a été très complexe, voire violente. Chantal a finalement menacé de déposer plainte contre lui pour des violences. Et leur relation s'est arrêtée sur cette affaire. Et si l'homme intéresse autant les gendarmes, c'est qu'après la rupture, Elias a gardé les clés de la maison de Chantal. Un jour, il s'était même introduit sans autorisation pour récupérer ses affaires. L'homme est immédiatement interpellé et interrogé. On s'est assuré de son emploi du temps. Il avait un alibi qui tenait la route. On fait tous les prélèvements des vêtements qu'il portait, donc la veille, le jour des faits. On fait les prélèvements sous les ongles, etc. C'est tout ce qui se pratique d'ordinaire. Et rien qui ne laisse penser que ce gars-là puisse être mis en cause plus qu'un autre. Et surtout, son ADN ne correspond pas à ceux retrouvés sur la scène du crime. Il y a 2 autres personnes qui sont dans le collimateur des gendarmes, les compagnons respectifs des 2 victimes. Les dernières personnes à avoir vu vivantes les 2 femmes. Tout d'abord, André, l'ami de Chantal, qui affirme avoir quitté sa compagne vers 20h ce soir-là. Son ADN a été retrouvé dans la maison et c'est logique. Précisément un poil dans le siphon du lavabo de la salle de bain. Mais les enquêteurs sont intrigués, car l'homme est revenu sur les lieux un peu plus tard dans la soirée. Et ils se demandent si le compagnon de Chantal n'aurait pas pu commettre l'irréparable.
Il a quitté Chantal la veille au soir avec les appels téléphoniques, avec les recoupements. On sait qu'il avait oublié une cassette chez Chantal, qu'il est revenu la chercher. Là aussi, il va y avoir des vérifications, voir où en était d'abord l'état de leur relation. Leurs derniers échanges sont plus que courtois. Ils ont même passé, dans le week-end qui précède le crime, ils ont passé du temps ensemble. Il vient régulièrement à leur domicile. Sans mobile, avec un solide alibi, André, le compagnon de Chantal, est mis hors de cause. Reste un troisième homme, Ifig, le petit ami d'Audrey. Lui aussi, son ADN a été retrouvé sur la scène de crime, sur les sous-vêtements de la jeune femme. Alors, une dispute d'amoureux aurait-elle pu tourner au drame ? Serait-il, lui aussi, retourné à Mérargues ce soir-là ? On va s'interroger sur son emploi du temps et on va évidemment le placer en garde à vue. Et il va être entendu et on va se rendre compte que ce qu'il déclare correspond tout à fait avec la géolocalisation de son portable et du portable d'Audrey. Ils ont passé tout le week-end ensemble. Ils venaient de rentrer d'un week-end qui manifestement s'était très bien passé quand on lit les SMS très, très beaux qui s'envoient tous les deux. Et c'est les dernières traces de vie d'Audrey D'Amato, des SMS, très enflammés, très amoureux, ce qui montre très rapidement qu'il ne peut pas y avoir de doute sur la personne de Ifig. Les deux premiers ADN de la scène de crime ne sont maintenant plus un mystère. Mais il y a une troisième empreinte génétique, celle d'un homme totalement inconnu pour le moment. Il reste donc un troisième ADN et qui, dès le départ, est vraisemblablement le plus intéressant. Il est le plus intéressant parce qu'on le retrouve à plusieurs endroits sur la scène de crime. On le retrouve sur le câble électrique qui a permis d'entraver les victimes. Et on le retrouve par ailleurs sur la ceinture du peignoir de Chantal D'Amato. Donc on le retrouve en plusieurs endroits. C'est un ADN masculin, donc potentiellement, aux yeux des enquêteurs à ce moment-là, avec cet ADN, ils ont probablement un suspect qui se cache derrière. Les gendarmes décident alors de déployer les grands moyens. Une vaste opération de prélèvement ADN chez tous les hommes du quartier de Mérargues est lancée. On a fait les voisins et on a fait ce qu'on appelle dans notre jargon l'escargot, c'est-à-dire on est parti du plus près pour aller au plus loin. Et jusqu'à la cité qui est à côté, la cité de la Pourane. Donc toutes ces personnes-là, de sexe masculin bien sûr, parce qu'on avait un ADN masculin, ont fait l'objet de prélèvements. Ça peut être quelqu'un qui est venu travailler à la maison, ça peut être un rôdeur, ça peut être des membres d'une entreprise quelconque, des gens qui travaillent sur un chantier à proximité. Les gendarmes convoquent tous les collègues de travail de Chantal, mais également tous les chauffeurs de cars de l'entreprise où travaillait Audrey D'Amato, les cars des Pays d'Aix. Ils sont 30 à 40 chauffeurs, donc il a fallu prélever toutes ces personnes. Et on a essayé de concentrer ces prélèvements dans une période assez courte qui ont suivi les faits. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, je crois qu'on a opéré de l'ordre de 100 ou 150 prélèvements, autant empreintes digitales que ADN. Finalement, tous ces prélèvements ne mènent strictement à rien, ne débouchent sur rien. Que, bien entendu, personne n'est impliqué et que dans ces conditions, l'enquête, elle doit se tourner sur autre chose. Alors, les enquêteurs élargissent leurs investigations. Ils vont chercher partout. Les registres de tous les hôtels de la région sont examinés. On cherche dans les gares. On scrute les listes de passagers d'aéroports, au cas où le meurtrier aurait quitté la France après les faits. Des lettres anonymes parviennent même à la gendarmerie. On a même vu Audrey impliquée dans un trafic de stupéfiants. Donc imaginez toutes ces pistes-là qui nous arrivent sans plus de renseignements, simplement une phrase en disant un tel est l'auteur des faits, etc. Donc ce qui a motivé aussi
les placements sur écoute de nombreuses personnes. 25, 30 écoutes téléphoniques ont été mises en place. Il y a près de 300, 400 personnes qui ont été entendues. Le dossier est énorme. Malgré ce travail de fourmi, l'enquête est au point mort. L'assassin de Chantal et d'Audrey D'Amato court toujours. Ultime espoir, tenter de rentrer dans la peau du criminel. Les enquêteurs vont alors faire appel à un service spécialisé, le département des sciences du comportement. Voici la capitaine Marie-Laure Brunel-Dupin. C'est une spécialiste de la psychologie criminelle formée aux techniques du FBI. Elle est retournée sur la scène de crime en examinant chaque indice. Et son rapport aura une importance capitale dans l'enquête. Par rapport à ce qui a été fait à Audrey et mis en rapport avec ce qui a été fait à Chantal, on voit très nettement qu'il y a un acharnement sur Audrey. Donc dans ce double homicide, notre conclusion, c'était que l'auteur connaissait les victimes, en tout cas qu'il y avait une victime qui était sa cible, c'était Audrey. Malheureusement, Chantal était la victime collatérale de son objectif. Vu la situation, vu la configuration des lieux, il a quand même dû être obligé de repérer un minimum pour qu'Audrey soit là, ce jour-là, à cette heure-là. L'adhésif sur les yeux, ça peut être lié au lien de connaissance et au fait qu'il ne supporte pas d'affronter le regard. Ces dernières conclusions sont surprenantes et apporteront aux gendarmes une aide précieuse. Le tueur est un homme solitaire qui vit seul au moment des faits. Il habite la région d'Aix-en-Provence. Il est réservé. Il aurait un emploi manuel et certainement un passé judiciaire de... Et l'expert, à la fin de son rapport, conseille aux enquêteurs de rechercher dorénavant un homme discret, qui passe inaperçu et qui gravite dans le milieu professionnel d'Audrey. Un an s'est écoulé depuis le double meurtre. Et un événement inattendu va permettre à l'enquête de faire une avancée spectaculaire. Nous sommes à Pertuis, à 10 km seulement de Mérargues. Un rebondissement incroyable parce que on va retrouver quelqu'un impliqué dans une scène de viol et peut-être même plus que de viol, puisque un homme agresse son ex-belle-sœur en lui promettant la mort. Elle ne doit son salut qu'à des cris qui ont alerté la voisine, laquelle voisine a tout de suite prévenu la police. La police procède immédiatement à l'arrestation du... L'homme est emmené au commissariat pour y être interrogé. Étrange coïncidence, il a visiblement utilisé le même mode opératoire que le tueur de Mérargues. Il avait un briquet, il avait un couteau. Le fait de ligoter la personne avec du câble électrique trouvé sur place, de l'amener à la salle de bain, et avec des propos du style je vais faire, avant d'en finir avec toi, il va y avoir un carnage dans la cuisine, ou des propos vraiment assez violents. Et ce n'est pas la seule coïncidence. Il y a beaucoup plus troublant encore. Cet individu, c'est un chauffeur de bus. Il travaille dans la même société qu'Audrey, au cœur du pays d'Aix. Cet homme, c'est Poncé Gaudissart. Il a 48 ans. Père d'un garçon de 14 ans, il correspond trait pour trait au profil dressé par la profileuse dans son rapport. Il est divorcé et vit seul dans la région, à Aix-en-Provence. Et c'est un homme particulièrement discret, comme le confirmeront ses collègues de travail. Enfin, comme on le craignait, Poncé Gaudissart a un parcours criminel effrayant. Il se trouve que le passé judiciaire de ce monsieur est quand même assez impressionnant. Il a commencé en 73, il a 17 ans, il est facteur, il s'introduit déjà chez une personne seule. Bouge pas, je vais te tuer. Donc il l'agresse physiquement,
Et au début des années 90, en 94, un passage à l'acte encore plus grave, encore plus violent, avec d'une femme devant son enfant, qui lui vaudra 10 années de détention criminelle. Préalablement à ça, il a été condamné à 6 mois de prison, donc 4 fermes, sur une agression à Marseille. Et enfin, on apprend qu'il s'est passé d'autres choses avec d'autres femmes, lesquelles femmes n'ont pas déposé plainte. Alors, Poncé Gaudissart a-t-il tué Chantal D'Amato et sa fille ? Au-delà du profil psychologique, une perquisition au domicile du suspect va conforter les soupçons des enquêteurs. Nous sommes à Aix-en-Provence, dans les quartiers ouest de la ville. C'est dans ce studio qu'habite le chauffeur de car. C'est vraiment une perquisition poussée, puisque c'est une perquisition qui dure à peu près 6 heures. Vous imaginez pour un studio, avec tous les prélèvements. Et là, un seau placé dans la cuisine, sous la table, avec des rouleaux de scotch adhésif. Et là, on se dit, c'est troublant. En plus, un seau il y a quelques outils à l'intérieur. Il n'y a pas du cambouis, mais presque. Posé là, c'est vraiment, ça fait tâche par rapport à tout le rangement. Je veux dire, il est soigné, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas ce seau-là. Pour le scotch, il explique donc qu'il avait utilisé pour colmater une fuite à un tuyau, une fuite d'arrivée d'eau. Le scotch est de même nature que celui utilisé à Mérargues, même couleur, mais pas de la même marque. Autre élément qui accuse Poncé Gaudissart, sa voiture. On a retrouvé des personnes qui avaient vu une Peugeot 205 rouge tourner dans le secteur au moment des faits, véhicules qu'ils n'ont plus vus par la suite. Et là, ça commence à devenir très intéressant parce que Poncé Gaudissart est à ce moment-là effectivement propriétaire d'une 205 rouge, dont on dira que la couleur est passée, et la couleur passée, ça veut dire qu'elle ne brille plus, et ce qui correspond effectivement à la couleur du véhicule de Poncé Gaudissart. Alors, lui va toujours dire qu'elle n'était pas rouge, mais qu'elle était bordeaux. L'étau se resserre. Poncé Gaudissart est placé en garde à vue le 30 mars 2004, soit 1 an jour pour jour après le double crime. Il est alors interrogé sur son emploi du temps, et Gaudissart va être formel. Ce dimanche 30 mars 2003, il a fini son travail à 20h, puis est rentré chez lui et n'est plus ressorti jusqu'au mardi. Il s'en souvient d'ailleurs très bien, même 1 an après. Gaudissart, on le dira lui-même, vu mon passé judiciaire, je savais que j'allais être interrogé à terme. Donc, je me suis bien assuré de ce que j'avais regardé à la télé, puisqu'il va jusqu'à nous donner le film du dimanche soir. Avec quand même un fait étrange, c'est que 1 an après les faits, il sait exactement quel film il a regardé ce soir-là. Un alibi invérifiable, les enquêteurs ne sont pas dupes. Enfin, il y a un dernier élément qui va laisser penser aux gendarmes que Poncé Gaudissart est forcément le tueur de Chantal et Audrey D'Amato. Un drame familial qui s'est produit 1 an et demi avant le double meurtre de Mérargues et qui présente de curieuses similitudes. 23 décembre 2001, nous sommes à Villeneuve-les-Avignon. Ce jour-là, Poncé Gaudissart est inquiet. Son oncle et sa cousine, qui habitent rue de la République, dans une maison du centre-ville, ne répondent plus. Et cela ne leur ressemble pas. Alors, Poncé Gaudissart appelle les pompiers. Son oncle, Laurent Gaudissart, a été retrouvé poignardé à son domicile par sa propre fille, qui ensuite s'est avec un câble électrique. Et pour rajouter à ce tableau, sur le lieu du crime, il y a eu un début d'incendie. L'oncle, retrouvé en bas des escaliers, décédé de 2 coups portés au niveau du crâne et quelques coups de couteau. Et la fille, qui elle est un peu plus haut,
dont le cou est relié à un câble électrique qui est rattaché à la rampe d'escalier. Bon, on a quasiment la chair de poule parce qu'on se dit c'est pas possible. Des éléments frappants, tellement troublants qu'on n'arrivait pas à y croire. Jusqu'au caniche qui est décédé dans la maison, donc par asphyxie. Alors ensuite les similitudes, maison fermée de l'intérieur, couteau utilisé, arme du crime, pas retrouvé, des liens, donc des liens électriques, et enfin le feu qui part d'un meuble en bois, une espèce de canapé. Donc c'est du copier-coller quasiment. À l'époque, tout le monde a cru à un drame familial chez les Gaudissart. La fille aurait tué son père avant de se... Poncé Gaudissart ne sera jamais inquiété dans cette affaire. Dorénavant, le chauffeur de car est le suspect numéro 1 du double meurtre de Meyrargues. Reste à savoir les raisons qui l'auraient poussé à commettre ce double assassinat sanglant. Les enquêteurs vont obtenir un début de réponse en interrogeant Gaudissart. Car l'homme n'était pas insensible au charme d'Audrey, la secrétaire de la Société des cars du pays d'Aix, là où il travaillait. Alors il dit qu'il connaissait Audrey D'Amato, qu'il la trouvait très jolie, qu'il la trouvait même, dit-il, désirable, et que, dit-il, il est humain, et si elle lui avait fait une proposition, il ne se serait pas senti de refuser ses avances. De son côté, Audrey avait de bons rapports avec Poncé Gaudissart. Preuve en est, ce document que nous nous sommes procurés. Il est signé de la main même d'Audrey. Elle considère le chauffeur comme un employé modèle. Rien à signaler, conducteur sérieux. Un employé modèle, pas tant que ça. 15 jours avant sa mort, Audrey reçoit à son bureau une lettre. C'est une saisie arrêt sur salaire, car Poncé Gaudissart n'avait pas fini de payer sa dette envers la société. Quand en 1995, Ponce Gaudissart est condamné à 10 ans de prison, il est également condamné à verser plus de 22 000 euros à sa victime. À l'époque, il n'a pas l'argent, donc cet argent qui doit être versé à la victime est ponctionné sur ce qu'on appelle le fonds d'indemnisation des victimes, qui est un fonds qui dépend de l'État et qui permet de payer les victimes. Charge ensuite au coupable de rembourser. Lorsqu'Audrey, en lisant ce courrier, découvre le passé judiciaire de Poncé Gaudissart, elle n'en imagine pas les conséquences. Car le chauffeur est foudrage. Non seulement il va perdre son emploi, mais pire, l'homme se sent humilié par celle qu'il rêve de séduire. Audrey D'Amato est en contact direct avec ce courrier. Peut-être se sent-il humilié de ce que Audrey découvre des choses sur son passé, et notamment si elle appelle ce fameux fonds de garantie, découvre qu'il a un passé de... Son désespoir d'homme, c'est qu'il va se retrouver non seulement à faire face à une dette qui est importante pour lui, mais surtout, il risque de perdre son emploi, parce que si on découvre qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour... Peut-être qu'on ne le laissera plus faire du ramassage scolaire et peut-être qu'on ne le laissera plus occuper son emploi tout court. Cette fameuse lettre correspond absolument à ce qu'on appelle un facteur déclenchant de stress et un facteur déclenchant de passage à l'acte. Il fallait surtout pas que cette lettre arrive chez son employeur, et il fallait surtout pas que ce soit Audrey pour laquelle il devait nourrir un sentiment amoureux secret. C'était vraiment pas celle qui devait ouvrir cette lettre qui rappelait ce passé. Il essayait systématiquement de tourner la page sans jamais pouvoir le faire puisqu'il en rouvrait une autre. Mais cet élément de passage à l'acte, il explique tout. Il justifie rien, mais il explique tout. Alors, pour les enquêteurs, tout est clair. Ce fameux dimanche 30 mars 2003, Poncé Gaudissart a voulu se venger à sa manière.
Par dépit amoureux, il a tué celle qui a découvert son horrible passé judiciaire. Reste à obtenir la preuve absolue, et c'est bien là le problème. Car souvenez-vous, quelques jours après le double meurtre, tous les chauffeurs de la compagnie des cars du Pays d'Aix ont subi un prélèvement ADN. Et aucun d'entre eux ne correspondait à l'ADN mystère retrouvé sur la scène du crime. L'ADN qui a été retrouvé sur les lieux du crime ne correspond pas, n'a jamais correspondu à celui de Poncé Gaudissart. Dans le cadre de ce dossier, il n'existe strictement aucun élément matériel contre Poncé Gaudissart. Malgré l'absence de preuves matérielles, Poncé Gaudissart, accablé par son passé, est renvoyé devant une cour d'assises. Le 4 juillet 2008, à Aix-en-Provence, Poncé Gaudissart est condamné à 30 ans de réclusion, assorti d'une peine de 20 ans de sûreté criminelle pour actes de torture et de barbarie envers Chantal et Audrey D'Amato. Les jurés n'ont pas hésité puisqu'ils ont pris leur décision en moins de 45 minutes. Un verdict assez incroyable au regard de la faiblesse des preuves dans ce dossier. Quand vous pensez que les jurés mettent 30 ans sur un gars alors qu'il y a un ADN inconnu sur la scène de crime, c'est pas rien. Comment expliquer que l'on puisse déclarer coupable quelqu'un dont l'ADN n'a pas été retrouvé? Poncé Gaudissart fait immédiatement appel. Décembre 2009, alors que le procès en appel est sur le point de commencer, un rebondissement stupéfiant relance toute l'enquête. Il y a un coup de théâtre incroyable dans le dossier. Le fameux ADN, le troisième ADN qui n'a jamais été identifié, est enfin répertorié comme appartenant à quelqu'un dans le fichier national des empreintes génétiques. L'ADN identifié sur la scène de crime de Meyrargues appartient à un suspect qui est également connu pour des faits d'agression sexuelle et qui est quelqu'un qui habite bizarrement dans le nord de la France. Désormais, le suspect numéro 1 s'appelle Philippe L. C'est un agent d'entretien qui habite à Compiègne, dans l'Oise, à 854 km de Meyrargues. L'homme vient d'être arrêté pour une affaire de violence conjugale et comme le veut la procédure, on lui a prélevé son ADN. Et chose incroyable, il correspond parfaitement à celui retrouvé 6 ans plus tôt dans la villa des D'Amato. L'avocat de Poncé Gaudissart exulte. Ah, c'est même pas un espoir. Moi, je suis dans la certitude du fait qu'on a retrouvé le double assassin, c'est tout. Je me dis, ça y est, qu'il y a eu un coup de bol énorme, ça s'est fait une semaine avant le procès. Coup de théâtre absolument phénoménal. Je vais voir Poncé Gaudissart, je lui dis, je me souviens très bien, vous avez eu raison de faire appel. Alors Gaudissart, en première instance, a-t-il été condamné à tort à 30 ans de prison ? Du côté des familles de victimes, c'est la consternation. Et je vous avoue que, en ce qui me concerne, j'ai repris l'intégralité du dossier pour voir si, par hasard, je n'avais pas commis une erreur de raisonnement par rapport à la culpabilité de Poncé Gaudissart. Même l'avocat général envisage l'erreur judiciaire. J'ai immédiatement pensé que je m'étais peut-être trompé dans mes réquisitions, parce que je fais partie de ces gens qui doutent. À un moment donné, il faut trancher le doute. Mais ça ne résout pas nécessairement le doute. Donc, je fais partie de ces gens qui doutent, et donc j'étais de bonne foi dans mon réquisitoire, mais tout en admettant que je peux m'être trompé. Ce nouveau suspect dont on a retrouvé l'ADN sur la baie vitrée, sur la ceinture du peignoir de Chantal et sur le câble électrique qui a servi à ligoter Audrey, voit sa vie explorée dans les moindres détails. Il est questionné durant des heures. Les enquêteurs veulent à tout prix le faire craquer. L'homme se met à pleurer et se dit totalement étranger à cette affaire. Voici son procès-verbal d'audition. C'est un truc de cinglé. Je n'ai rien à voir avec ça. Pour moi, cette histoire est hallucinante. Je ne comprends pas comment mon ADN est sur une scène de crime dans le Sud.
Les gendarmes n'ont pas d'aveu, alors ils cherchent par tous les moyens à confondre leurs nouveaux suspects. Donc au travers de tous les relevés bancaires, au travers d'écoutes téléphoniques de l'ensemble de sa famille, au travers d'investigations sur les cartes de paiement, etc., on se rend compte qu'il n'a pas quitté le secteur où il vit. Et qu'il n'est peut-être même jamais sorti de son département. C'est quelqu'un qui manifestement n'a ni les moyens intellectuels ni les moyens financiers de voyager et qui n'avait strictement aucune raison de se retrouver le soir du 30 au 31 mars 2003 sur Mérargues. Alors, comment l'ADN de Philippe L. s'est-il retrouvé sur la scène de crime de Mérargues? Les gendarmes finissent par élucider ce mystère. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est une erreur du laboratoire d'analyse. Au moment de l'affaire de Mérargues, on étudie la scène de crime et on prélève un certain nombre d'indices. Dans le même temps, le suspect du Nord est entendu et suspecté dans un autre dossier. On va exploiter son ADN à ce moment-là. Et au sein du labo, on va avoir sans doute, sur l'établi d'un laborantin ou d'un expert quelconque, deux affaires qui vont être côte à côte. Celle de Mérargues, où il y a des indices qui sont relevés, et celle du suspect du Nord, dont on est en train d'exploiter l'ADN. Donc dans le laboratoire, en 2003, il va y avoir un mélange, une inversion de tubes, et donc l'ADN du suspect du Nord va être mélangé avec les ADN retrouvés sur la scène de crime de Mérargues. Si cette personne avait habité dans la région, probablement on aurait accusé un innocent pour rien. Le dossier va nous apprendre finalement que c'est chose parfaitement possible. Que contre toute attente, la démonstration est faite, mais l'ADN c'est absolument pas, la reine des preuves. 8 ans se sont écoulés depuis le double meurtre de Mérargues, et au final aucune preuve scientifique formelle n'est venue confirmer l'implication de Poncet-Gaudissart dans ces crimes atroces. Reste le passé de délinquant sexuel du chauffeur de car. Reste le mode opératoire du tueur et le mobile présumé, la lettre de la saisie arrêt sur salaire. 3 éléments qui permettent au juré le 18 mars 2011 à Draguignan, lors de son procès en appel, de confirmer sa culpabilité et d'alourdir sa peine. Poncet-Gaudissart est définitivement condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans.